Le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense et des dirigeants du Hamas. En fait, il y a un rectificatif parce que je crois qu'à la base, l'info qui a circulé, qui était du coup une information erronée et qui a été reprise par les médias mainstream, c'était que des mandats d'arrêt avaient carrément été mis sur la table. Vraiment. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment c'est le bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui demande, en fait, à ce que des mandats d'arrêt soient mis sur la table. Et ensuite, c'est à des juges de la Cour pénale internationale de statuer si ou non ce sera le cas que ces mandats d'arrêt seront mis en place. On va vite fait lire ce petit article, hein. J'ai pris un article France Info, banal. Et puis après, on peut vite faire regarder un peu plus en détail de quoi il retourne, parce qu'il y a du coup, on peut voir tout le texte publié sur le site officiel de la Cour pénale internationale. Voilà, donc ça va pas être peut-être le truc le plus passionnant, mais si c'est un truc qui vous intéresse, et en sachant le niveau des informations qu'on peut très vite avoir de tous les côtés, qui peut fuser de tous les côtés sur Twitter et autres, je me suis dit que ça serait pas mal de regarder ça un peu en détail, voir exactement de quoi il retourne. Donc le procureur de la Cour pénale, donc de la CPI, a déclaré lundi 20 mai, donc c'est aujourd'hui, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, avoir demandé un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, notamment pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Ça, on va aller voir en détail après vite fait. Voilà, donc les mandats, en fait, contrairement à ce qui a été dit à la base, par erreur, ces mandats n'ont pas directement été émis par la Cour pénale internationale, ok. Mais c'est aussi le cas que 3 hauts dirigeants du Hamas sont visés par des potentiels du coup futurs mandats d'arrêt, pour également des raisons de crimes de guerre, etc. En l'occurrence, il s'agit du chef du bureau politique du Hamas, le commandant des brigades Al-Qassam, donc ça c'est la branche armée du Hamas comme c'est écrit là, et le chef du Hamas au sein de la bande de Gaza. On va aller voir les chefs d'accusation à l'encontre d'Israël. Je devrais pas dire d'Israël parce que justement un des trucs de la Cour pénale internationale, ce qu'il faut savoir c'est que la Cour pénale internationale n'est pas apte à condamner des États, elle est seulement apte à condamner des individus. Et ensuite, ce sont donc aux juges de la Cour pénale internationale de déterminer si oui ou non les conditions sont réunies pour délivrer ces mandats d'arrêt. Maintenant, ce qu'on va voir après, c'est que le bureau du procureur de la CPI a fait appel en fait à un comité d'experts en loi internationale et loi humanitaire avant en fait d'émettre cette requête. Et le bureau d'experts donc indépendant semble aller quand même assez fortement dans le sens du bureau du procureur, à la fois pour les condamnations, à la fois pour les mandats d'arrêt concernant le Hamas et à la fois pour les mandats d'arrêt concernant Netanyahou et le ministre de la Défense. Mais donc on va aller voir ça tout de suite. Ouais, pour commencer vite fait, on va juste faire un récap de ce que c'est la CPI, comment ça fonctionne. Donc à la base la CPI, ça a été c'est créé via le statut de Rome en 98. Donc le statut de Rome, officiellement le statut de Rome de la Cour pénale internationale, aussi appelé le statut de la Cour pénale internationale et abrégé sous le statut. C'est le traité international qui a créé la Cour pénale internationale. Il a été adopté lors d'une conférence de Rome en 98 et entré en vigueur en 2002. Après sa ratification par 60 États, aujourd'hui il y a 139 États signataires, 124 États parties. Et du coup la CPI peut traiter des condamnations dans n'importe lequel de tous les États parties en fait, sans exception. Ouais, vite fait, vous pouvez consulter le site de la Cour pénale internationale officiellement. Vous pouvez le trouver en français en fait, et tout est expliqué en français. La description la plus simple c'est celle-ci, hein, la Cour pénale internationale mène des enquêtes et le cas échéant juge les personnes accusées des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Donc on parle de génocide, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. Et si vous avez des questions, ou si vous posez des questions sur la cour, vous avez tout est consultable en français sur le site officiel. D'ailleurs, je vois qu'à ce jour, les juges de la CPI ont délivré 46 mandats d'arrêt. Vladimir Poutine, d'ailleurs, doit être visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis à peu près sûr de ça. Vladimir Poutine fait partie des gens, aujourd'hui, qui ont un mandat d'arrêt qui a été officiellement placé contre lui. Ce qui se passe aujourd'hui, donc, c'est le bureau du procureur qui a émis la requête. Donc le procureur et les procureurs adjoints sont élus par l'Assemblée des États parties pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Donc une fois que ces procureurs ont été élus, ils sont plus réélus après. Et c'est tous les 9 ans. Donc le bureau du procureur, donc c'est de ça qu'on va entendre parler dans les prochains jours là. C'est un organe indépendant de la Cour, ok. Il est chargé de l'examen de situations relevant de la compétence de la Cour lorsqu'un génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou d'agression paraissent avoir été commis, et de la conduite des enquêtes et des poursuites à l'encontre des personnes accusées de porter la responsabilité la plus lourde dans la commission de ces crimes. Donc le procureur, en fait, peut lui-même lancer, s'il le souhaite, des missions d'enquête, etc. Il peut lui-même émettre des chefs d'accusation, ou alors ça peut être des États parties qui vont voir le bureau du procureur et pour lui dire tel État, selon nous, a commis tel ou tel crime, et on aimerait bien que la Cour pénale internationale enquête sur ces crimes-là.
C'est ce qui s'est passé avec le Israël-Palestine là, avec le conflit actuel, et on va vérifier ça, vérifier ça tout de suite. J'ai compilé quelques liens ici. C'est un stream vraiment très sauvage, hein, donc m'en voulez pas si c'est pas hyper bien organisé. J'ai pas fait de script, rien du tout. En 2019, la procureure de l'époque, Fatou Bensouda, avait déjà commencé à entamer des procédures d'enquête vis-à-vis de la situation Palestine-Israël. Sauf que il fallait statuer sur le fait que si oui ou non la CPI avait autorité à agir sur le territoire en fait palestinien. Voilà, donc elle avait demandé en 2019 si en gros la Cour pénale internationale avait la compétence territoriale d'agir comme elle le fait en envoyant des missions, en enquêtant et en émettant des mandats d'arrêt, etc. dans la situation en Palestine. Et il s'avère que donc les bureaux indépendants ont statué sur le fait que c'était le cas et que la CPI a bien autorité territoriale à agir sur le territoire palestinien, donc bande de Gaza, Cisjordanie, territoire d'Israël, Jérusalem-Est, etc. Voilà, ça c'est une question qui avait été posée, qui avait été statuée. Il y a des... Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que tous ces trucs-là, vous pouvez les consulter en français, hein, comme je disais. Ouais, donc il y a cette fiche-là. Je suis en train d'ouvrir un milliard de dossiers, putain. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, voilà, il y a une fiche que vous pouvez consulter qui est également français, qui a été publiée en 2021. Donc le 5 février 2021, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a décidé à la majorité. La majorité, je crois que c'est deux. Il y a trois personnes qui sont aptes à juger de ça. Et je crois qu'en gros, c'est 2 sur 3. A décidé à la majorité que la compétence territoriale dans la situation en Palestine, un État parti au statut de Rome de la CPI, s'étend au territoire occupé par Israël depuis 1967, à savoir Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Donc il y avait une demande de procureur à cette époque-là, donc en 2019. C'est pas une décision, pour être clair, c'est pas une décision sur le statut d'État de la Palestine. Hein. Le statut d'État de la Palestine était du coup à ce moment-là encore le statut d'État observateur non membre de l'ONU. Et c'était, voilà, c'est vraiment pour répondre, c'est une espèce de fac en fait sur cette question-là. Une fois que le statut territorial était validé, du coup ensuite il peut commencer à y avoir des enquêtes. Et ça commence du coup en 2021. Et le nouveau procureur dès 2023 commence à faire de la question Israël-Palestine une question importante. Et aujourd'hui, du coup, ça en devient encore plus une, puisqu'il y a la demande d'émission de mandat d'arrêt, encore une fois, pour Netanyahou, son ministre, et puis des membres du Hamas. Voilà, c'est comme je disais, c'est dans la situation en cause, la décision a été adoptée par 2 des 3 juges de la chambre préliminaire. Et la raison pour ça, du coup, la raison pour laquelle on parle des États partis, comme je disais avant, c'est que la CPI ne peut enquêter et poursuivre que des individus, pas des États, ça c'est la première chose. Et ensuite, les États qui ne sont pas partis au statut de Rome n'ont aucune obligation envers la CPI en vertu de ce traité. Néanmoins, les ressortissants individuels de ces États peuvent être soumis à la compétence de la Cour dans certaines circonstances. Cela est totalement différent de la question de savoir si un État a des obligations en vertu d'un traité. Déjà à l'époque, Netanyahou c'était évidemment insurgé. Du coup, il y avait une question par rapport à ça. Où la CPI disait on s'en bat les couilles, en gros on s'en bat les couilles, nous on est indépendants, on fait notre taf de justice, et puis Osef si le Hamas est pas content, Osef si Netanyahou est pas content. La raison pour laquelle on va parler ici, avant que le procureur puisse ouvrir une enquête, donc ça c'est ce qui nous intéresse ici, elle évaluera également les critères d'ouverture d'une enquête, entre autres si les crimes ont été commis après le 1er juillet 2002. En fait ça c'est parce que la Cour pénale internationale ne marche pas de manière rétroactive. En fait la CPI ne peut que condamner des choses à partir de 2002, c'est-à-dire le moment où le traité de Rome a été ratifié, où la Cour pénale internationale a vraiment été officiellement mise en place. Donc tout crime qui a lieu avant 2002 ne peut être en fait condamné par la Cour pénale internationale. Encore une fois, les crimes ont été commis sur le territoire d'un État parti ou d'un État qui a accepté la compétence de la CPI. Et ensuite, ça c'est le rôle classique de la CPI, c'est-à-dire les crimes constituent des crimes de guerre contre l'humanité ou un génocide et sont d'un certain niveau de gravité. Donc le 3 mars 2021, c'est juste après du coup que la CPI, les juges ont statué sur le fait que la CPI avait une autorité territoriale sur le territoire de Palestine. À partir de ce moment-là, des investigations sont annoncées par le procureur, et c'est à compter du 13 juin 2014. 13 juin 2014 en Palestine, j'ai revérifié du coup ce que c'était. C'était le moment où ça s'est... Enfin, il y a eu beaucoup d'embrasement évidemment de toute la situation historique de ce territoire-là. Mais 13 juin 2014, c'est je crois que c'est le meurtre d'adolescents palestiniens, ensuite le meurtre d'adolescents israéliens, et ensuite une escalade encore de la violence dans cette région-là par rapport à ces événements-là. Et c'est à partir de là qu'une enquête est demandée pour des crimes, encore une fois, des crimes sur lesquels la CPI a autorité et les compétences. Et là, vous avez en fait une espèce de récapitulatif
encore une fois, des différentes occasions au cours desquelles la CPI a demandé, enfin en tout cas les procureurs ont demandé à faire des enquêtes, etc. Le 17 novembre 2023, les États membres demandent une enquête à la Cour pénale internationale sur les potentiels crimes de guerre commis par le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, etc. Donc c'était l'Afrique du Sud, Bangladesh, Bolivie, Comoros et Djibouti. Encore une fois, une des façons dont la CPI fonctionne, c'est que ou bien le procureur peut lui-même lancer une enquête, ou bien ce sont des États qui viennent voir le bureau du procureur pour lui demander d'enquêter sur des crimes de guerre potentiels. Voilà, je dis potentiels parce que du coup, là on est sur un langage, on va dire, le plus strict possible. Vis-à-vis de la situation. Et ensuite, le 18 janvier 2024, la République du Chili et Mexique ont également demandé au procureur d'enquêter sur la situation de la Palestine en disant qu'il y avait un risque de génocide, etc. Je pense qu'on a fait le tour de ça. Donc le 20 mai 2024, donc aujourd'hui, Karim Khan, nouveau procureur de la Cour pénale internationale. Donc c'est lui qui a fait la vidéo en disant qu'il voulait qu'il y ait des mandats d'arrêt émis contre donc Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, et Yoav Gallant, ministre de la Défense d'Israël. Ok, comme on l'a vu avant, il veut aussi qu'il y ait des mandats d'arrêt contre des hauts responsables du Hamas. En ce qui concerne les hauts responsables du Hamas, c'est pour des questions, donc voilà, extermination, crime contre l'humanité, meurtre en tant que crime contre l'humanité, prise d'otages, ce qui constitue un crime de guerre, viol et autres actes de violence sexuelle. Donc tout ça, ça fait notamment référence évidemment au 7 octobre. Hein. De la torture, des actes inhumains, des traitements cruels. Pour chacun des chefs d'accusation, en fait, son bureau, le bureau donc du procureur, qui est quand même assez monstrueux, je crois que c'est, je sais plus combien de personnes c'est, mais je crois que c'est plusieurs centaines de personnes, a réuni en fait tout un tas de preuves qui ne sont pas a priori publiques à l'heure actuelle, mais tout un tas de preuves. Les preuves, ça peut être des images recueillies sur place. Ça peut être des images satellites, ça peut être des témoignages de victimes, ça peut être des témoignages de personnes qui sont dans des ONG sur place. Par exemple, il y a des témoignages de personnes qui sont dans Médecins sans frontières, qui sont dans... je me rappelle plus des noms de toutes les assos, mais en tout cas des organisations qui sont là pour faire de l'humanitaire. Ça peut être des docteurs, etc. Donc c'est sur une base de toutes ces preuves qui ont été recueillies par le bureau du procureur que les accusations sont portées, à la fois envers les membres du Hamas et à la fois envers Netanyahou et le ministre de la Défense. Du coup, les chefs d'accusation portés envers... Enfin, je dis chefs d'accusation, on se comprend, hein, envers Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, c'est ça. Donc les accusations, c'est notamment d'avoir provoqué sur place de la famine envers les civils, en tant que méthode de guerre, ce qui constitue en fait un crime de guerre. Là, après, vous avez à chaque fois les références au statut de Rome, les différents articles et tout. Causer volontairement une grande souffrance, des blessures physiques et des traitements cruels, donc en tant que crime de guerre. Je voudrais pas faire de mauvaises traductions en français, genre pas technique et tout, mais bon, ça, je suppose qu'on peut considérer ça comme meurtre, tout simplement, un willful killing, c'est-à-dire tuer volontairement, on va dire, des civils. Voilà, murder en tant que crime de guerre. Porter des attaques directement intentionnellement contre des civils, en tant que crime de guerre. Extermination ou meurtre, inclus dans le contexte, encore une fois, du fait de créer de la famine. Ça relève du crime contre l'humanité. Persécution en tant que crime contre l'humanité et d'autres traitements inhumains. Voilà. Donc ça, c'est sur ça que se repose la demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou. On va dire qu'il y a très peu de monde qui va contester les chefs d'accusation envers les dirigeants du Hamas, probablement davantage envers Netanyahou et son ministre de la Défense. Donc on va peut-être plutôt s'attarder sur cette partie-là que sur la partie concernant le Hamas. Le bureau du procureur. Encore une fois, c'est un truc assez monstrueux. Attendez, je vais rouvrir la page, mais... Donc le bureau, c'est 380 fonctionnaires de 80 nationalités différentes. Donc le bureau du procureur, c'est pas juste ce gars avec 3 associés. C'est 380 fonctionnaires de plus de 80 nationalités différentes. Notamment des juristes, des enquêteurs, des analystes, des experts psychosociaux et des personnes possédant une expérience en matière de diplomatie et de relations internationales, d'information du public et de communication, etc. Sachant que le procureur, donc c'est ce monsieur, et ensuite ce monsieur a 2 procureurs adjoints. Voilà. Donc ça, c'est pour savoir de qui on parle exactement. Donc son bureau a donné en gros des preuves qui ont été collectées, accumulées, incluant des interviews avec des survivants et des témoins, des vidéos qui ont été authentifiées, photos, enfin en gros des fichiers un petit peu de tous les types, hein, photos, audio, de l'image satellite, et des déclarations de la part Alleged Perpetrator Group, je sais pas exactement comment on peut traduire ça, mais en gros c'est les groupes qui sont impliqués, on va dire, dans le conflit, qui montrent
donc encore une fois d'après eux, qu'Israël aurait intentionnellement et systématiquement privé la population civile dans toute la région de Gaza d'objets, donc mais objets ici c'est vraiment à comprendre comme incluant n'importe quoi, éventuellement la nourriture, l'eau, etc., nécessaires à la survie humaine. Des ressources en électricité, ressources en énergie, ça va inclure j'imagine aussi tout ce qui est carburant, des questions d'obstruction en fait de l'aide humanitaire, par Israël. Des attaques sur le personnel en fait humanitaire présent sur place également. Métaphore de la soupe. Salut, est-ce que cette condamnation peut avoir la moindre impact sur la suite des événements? Quel pouvoir a cette cour de justice? Je sais pas trop dire exactement ce que ça peut avoir en pratique comme répercussion, ça, parce que de toute façon avant il y aurait une enquête. Là il y a pas encore eu de condamnation. Là c'est encore une fois, c'est pour être clair, c'est le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, qui est un organisme indépendant de la CPI, qui demande à ce que la Cour, du coup, émette des mandats d'arrêt contre Netanyahou, son ministre de la Défense, ainsi que des hauts responsables du Hamas. Après, c'est la CPI qui statue là-dessus, et ensuite, est-ce qu'il y a des répercussions? Quel est le pouvoir de la CPI? Ça, c'est discutable, parce que la CPI ne dispose pas d'une police, par exemple. Genre, la CPI va pas envoyer, je sais pas, James Bond pour aller... genre arrêter Netanyahou et puis le ramener tu vois quelque part. Non, en fait il n'y a pas de police de la CPI. Il y a quelques personnalités politiques très connues qui ont des mandats d'arrêt contre eux, notamment Vladimir Poutine. Ça n'empêche pas que Vladimir Poutine continue d'être tranquillement dans son château en Russie, tu vois, sans être particulièrement embêté par ça. Donc par contre il y a une forte puissance symbolique, je pense. Donc ce que dit le procureur, c'est voilà, c'est tout ça, c'est le résultat d'investigations indépendantes et impartiales de la part de son bureau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau a notamment fait appel à un panel d'experts en loi internationale qui a lui-même donné son avis, donc ce panel est consultable aussi. Vous pouvez consulter le rapport. Et si vous regardez le CV de ces gens-là, c'est genre voilà, enfin c'est pas deux trois glandus sur Twitter qui aiment bien parler de loi. Non, ils ont tous un CV monstrueux en termes de loi internationale. Et j'ai lu rapidement ce fichier, et globalement c'est assez intéressant. Alors le seul problème, c'est qu'on n'a pas accès nous-mêmes à toutes les preuves qui ont été présentées à ce panel d'experts, donc, et qui ont été présentées du coup à la chambre, je sais plus quoi, là je me rappelle plus du nom, qui va ensuite statuer si ou non les mandats d'arrêt sont justifiés ou pas. La demande effectuée par le bureau du procureur, au-delà du fait que eux-mêmes sont encore une fois un nombre assez large de personnes expertes là-dedans, on fait appel encore une fois à un panel indépendant qui lui-même semble adhérer à la vision, enfin en tout cas aux demandes du bureau du procureur. Ça veut pas dire qu'ils ont forcément tous raison. Si ça se trouve, après il va y avoir une enquête et il s'avérera que les mandats d'arrêt seront refusés envers Netanyahou, peut-être envers le Hamas. Ça me semble quand même particulièrement improbable, mais peut-être envers Netanyahou, on verra. Ça me semble improbable aussi, personnellement. Je veux dire, si on lit le résultat du panel d'experts, je pense, à mon avis, je mettrai pas ma main coupée, mais je suis à peu près sûr que les mandats d'arrêt contre Netanyahou et contre son ministre de la Défense vont être validés. À mon avis, ça va être validé. Je vous le dis. En tout cas, si on suit encore une fois vraiment aux avis des experts qui ont fait l'analyse. On va juste aller directement sur la question encore une fois d'Israël. Donc voilà, donc le bureau du procureur cherche à condamner donc Netanyahou et Galland sur la base qu'ils auraient contribué de manière essentielle à un plan de famine envers du coup la population de la bande de Gaza et d'autres actes de violence envers les civils, la population civile. En tant que moyen, ceci étant dit, pour être clair, pour éliminer le Hamas et sécuriser le retour des otages, mais ainsi que, du coup, infliger une punition collective à l'encontre de la population civile de Gaza, perçue comme une menace envers Israël. Je vous fais vraiment une traduction en live. La mieux que je peux. Ce document n'existe pas en français. Il est bien évidemment dans ce genre de contexte pris en compte que c'est eux qui exercent l'autorité. Voilà, ils ont une autorité absolue, on se comprend, envers l'armée israélienne, etc., envers les subordonnés. Donc pour être clair, ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a des petites indications sur la définition, la manière en tout cas dont on définit dans le droit international certains des chefs d'accusation. Notamment le crime de guerre qui consiste à intentionnellement user la famine des civils en tant que méthode de guerre requiert, donc là c'est mis entre guillemets, donc je suppose que c'est vraiment la définition telle qu'on la trouve dans la Convention de Genève, c'est vraiment priver les civils d'objets indispensables à leur survie. Encore une fois, objets pouvant, à mon avis, également prendre en compte tout ce qui est énergie, donc électricité, carburant, etc. Incluant le fait de volontairement
empêcher l'approvisionnement en nourriture. Tout ça étant défini encore une fois selon la Convention de Genève. Donc ce crime n'est pas seulement limité au fait d'empêcher la nourriture, le fait que ces gens-là puissent se nourrir, mais également d'autres objets indispensables à la survie, tels que l'eau, les carburants et tout ce qui est médicaments. Voilà, tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui peut permettre de guérir des blessures, etc. Faire face à la maladie, tout ça. Donc le panel d'experts indépendants note 3 points préliminaires importants à souligner dans cette analyse. Premièrement, restriction de mouvement, en gros de liberté de mouvement et des biens depuis et vers Gaza depuis 2005. Voilà, il est noté que Gaza était très dépendant d'Israël en ce qui concerne les provisions comme c'est des dossiers d'objets indispensables à la survie, donc nourriture, médecine, etc. Enfin, médecine, médicaments, tout ça. Ensuite, évidemment, Israël, le gouvernement d'Israël, on peut le dire comme ça, bien que le gouvernement d'Israël a le droit de s'assurer que en fait tout ce qui va être acheminé vers Gaza ne soit pas utilisé par exemple par le Hamas pour devenir des armes, pour se transformer en missiles, pour se transformer en armes diverses, bien qu'ils aient le droit effectivement de checker tout ce qui peut être amené à Gaza pour éviter que ça ne soit retourné contre eux, ils ne peuvent imposer de restrictions arbitraires qui violeraient l'obligation d'Israël envers le droit international, Israël étant considéré comme un État qui occupe un autre territoire, ce qui inclut du coup le droit humanitaire international et le fait de s'assurer que les droits humains fondamentaux soient respectés. Le tout en prenant en compte des principes de nécessité et de proportionnalité qui sont généralement effectivement invoqués dans le droit international également. Bon, je vais pas tout vous lire, mais en gros, en se basant sur tous ces critères-là et paramètres-là du droit international, le panel d'experts considère que on peut raisonnablement croire que Netanyahou et Galland ont effectivement mis en place un plan pour faire un crime de guerre en utilisant la famine. Voilà. Le panel d'experts conclut que le blocus à Gaza constituerait un crime de guerre, notamment avec des restrictions trop sévères au niveau de la nourriture, des médicaments et de tout ce qui est carburant. Donc a priori, le panel d'experts considère non pas forcément que c'est le cas, mais qu'en tout cas, on peut raisonnablement croire que c'est le cas. D'après les preuves qui ont été fournies, encore une fois. Du coup, encore une fois, la deuxième charge qui est mise à l'encontre de Netanyahou et son ministre, c'est des meurtres, en fait. Meurtres et attaques envers la population civile. À la fois en ce qui concerne les morts résultant de la famine, et à la fois en ce qui concerne des actes de violence commis envers les populations civiles, notamment lorsque les populations civiles se rassemblaient pour obtenir de la nourriture. C'est vrai que il y a eu plusieurs faits divers qui ont été rapportés par les médias mainstream, et à la fois sur les gens qui étaient là pour faire de l'humanitaire. Effectivement, il y a des gens appartenant à des organisations humanitaires qui ont été tués sur place. Effectivement. D'après le panel, là aussi des raisons de penser que les suspects, donc du coup là on les appelle suspects, Netanyahou et son ministre, d'avoir commis ces crimes. Alors je sais pas à quel point reasonable grounds en droit international est quelque chose de fort. Je sais pas à quel point c'est fort. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt faible? Est-ce que c'est quelque chose où on peut se dire ok, voilà, là c'est bon, ils sont finito. Franchement, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça semble pour moi, en tout cas, clairement aller dans le sens des charges proposées par le bureau du procureur. Donc, according to materials submitted by the prosecutor, donc encore une fois, d'après les preuves qui ont été soumises par le procureur de la CPI, un nombre important de Palestiniens sont morts dans des circonstances qui relèvent effectivement des accusations portées. A priori, le nombre de personnes mortes par famine est conforme, on va dire, à la jurisprudence internationale pour qualifier ça de famine de type crime de guerre, quoi. Et encore une fois, raisonnable de penser que ces campagnes de famine, les actes de violence associés peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité en tant que de persécution. Alors voilà. Le dernier truc, c'était le troisième, on va dire, chef d'accusation, c'est sur crimes contre l'humanité et outre actes de crimes de guerre causant beaucoup de souffrance, des blessures sévères ou des traitements cruels infligés à une population civile. Et le panel d'experts, là aussi, pense que c'est raisonnable de penser que c'est le cas. En tout cas, il y a marqué que c'est raisonnable de penser qu'ils ont fait une contribution essentielle, Netanyahou et le ministre de la Défense israélien, à ces accusations-là. Certaines des preuves étant leurs propres déclarations, ainsi que celles d'autres officiels israéliens. En mode, tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous, en gros. Il est également précisé que
en tant que chef suprême, on va dire, de l'armée, donc les deux cocos là, peuvent être totalement tenus comme responsables, dans le sens où ils auraient pu de toute façon empêcher l'armée éventuellement de commettre les crimes qui ont été commis. Donc le panel d'experts, ça c'est la conclusion, est d'accord à l'unanimité que les applications donc pour les mandats d'arrêt et que les preuves apportées pour chacune des accusations démontrent que effectivement il est raisonnable de penser que la CPI puisse émettre ces mandats d'arrêt du coup. Je sais pas si ma phrase est très française, mais... Bon, en vrai, je pense que ça va, on a fait le tour du truc, hein. Donc voilà pour la news de Netanyahou. Maintenant, c'est affaire à suivre, hein. Maintenant, c'est affaire à suivre. Takara, tu disais, mais ça va nécessairement augmenter la difficulté des États pro-Netanyahou, bien sûr, je suis d'accord avec ça. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, t'as quand même une certaine crédibilité. Alors, je pense que c'est un peu partout... Je pense que c'est un peu pareil partout, mais en tout cas, en France, il y a toujours une crédibilité, on va dire, supérieure quand on invoque le droit international et qu'on se base sur des décisions de justice de la CPI par exemple. C'est vrai que si tu commences à avoir c'est vrai que si la CPI émet des mandats d'arrêt par exemple contre Netanyahou et son ministre, ainsi que les responsables du Hamas, et que des responsables politiques ou des influenceurs, influenceuses, peu importe, qui s'expriment publiquement, commencent à dire oui mais en fait non, en fait la CPI, OSEF et puis le droit international on s'en fout, etc. Là je pense que tu perds en crédibilité quand même au sein de la population, potentiellement au sein de tes électeurs et tes électrices si t'es un responsable politique. Et ensuite, donc ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que tu peux avoir des gens qui vont éventuellement tenir un discours deux poids deux mesures en disant la CPI a raison d'émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas, mais elle a tort d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et contre son ministre. Là, c'est bizarre, t'as envie de demander c'est quoi qui brise la symétrie entre les mandats d'arrêt de l'un et de l'autre, tel que c'est ok d'accepter dans un cas qu'il soit émis, mais pas dans l'autre cas, alors que c'est émis par les mêmes personnes, tu vois. Genre, tu peux difficilement dire oui, mais la CPI, ils sont pro-Hamas, machin truc, ils condamnent pas le Hamas, puisqu'en fait, si, ils veulent aussi émettre des mandats d'arrêt contre les responsables du Hamas, pour des chefs d'accusation très précis, voilà, comme les agressions sexuelles, les crimes de guerre, les prises d'otages, etc. Tu vois. Donc ouais, maintenant c'est affaire à suivre. On va voir comment la requête du procureur va être acceptée, si elle va être validée ou pas.